Je passe la parole à Tony, qui est un simplonien. On dit ça. On dit ça, hein, c'est pas un gros mot. Et donc, participant de la première promotion des simploniens. Et qui va donc raconter son histoire. Et comment donc l'esprit start-up peut modifier les pédagogies. Et on va afficher le PowerPoint. Alors, je suis ici du coup pour vous parler de Simplon, de ce que c'est et de ce qu'on appelle la pédagogie de Simplon. Si j'ai bien compris, vous êtes a priori tous plus ou moins des spécialistes de ce que c'est l'éducation en ligne. On propose un modèle un petit peu particulier, donc je suis ici pour vous le présenter. J'ai une petite présentation qui devrait durer approximativement une demi-heure et après on a un temps de questions de prévu, donc voilà, faudra pas hésiter. En tout cas, moi j'en aurai sûrement à vous poser de mon côté aussi. Du coup, vous pouvez passer à la suivante. Donc Simplon, c'est quoi? Directement passer sur la suivante aussi. Donc c'est très clair, ça se résume à peu près à cette phrase-là. Une fabrique sociale du numérique qui propose des formations intensives pour apprendre à créer des sites web et des applications mobiles et en faire son métier. Donc ça semble un vaste programme. Alors cette formation, on la propose sur une durée de 6 mois et on la propose pour un public ou des publics plutôt particuliers. Là, du coup, je vais bien vous passer à la suivante aussi. Plutôt pour des jeunes, si possible non diplômés, ou en tout cas on va favoriser les candidatures des personnes non diplômées. On va favoriser également les candidatures des femmes ou des filles, et d'une façon générale de tous ceux qui sont sous-représentés dans le milieu du numérique et du développement d'une façon générale. C'est une initiative qui a commencé il y a 2 ans, si je ne dis pas de bêtises, 2 ans c'est ça, octobre 2013, et on en est à 3 promotions de passées pour l'instant, la 4e commençant en janvier. Donc comme le disait Jacques tout à l'heure, moi j'ai fait partie de la première promotion, celle qui a un petit peu essuyé les plâtres. Pour vous donner du coup quelques chiffres, bon timing. Pour l'instant, on en est à 144 personnes qui ont déjà été formées, 2000 simploniens, donc 2000 personnes qui ont été formées via notre plateforme d'apprentissage en ligne, 2400 enfants formés grâce à notre programme Kids Coding Club, 192 salariés ayant suivi une formation courte, et on est à approximativement 87%, la réalité est plus proche de 80%, de personnes avec un taux, avec une réussite à l'issue de la formation. Vous pouvez du coup passer à la suivante. Alors le modèle de Simplon est passé par beaucoup de phases et il est toujours en cours d'évolution un petit peu permanente. Initialement, la promesse de Simplon était on veut former des personnes en 6 mois au développement web tout en les rémunérant pendant cette formation, pendant qu'ils suivent cette formation. Donc on va revenir un petit peu plus en détail dessus, mais vous allez voir que le procédé a un petit peu évolué. Ça a commencé donc, par une idée de 2 personnes qui s'appelaient Erwan et Andrei, qui étaient 2 étudiants du CELSA, qui est une école de commerce, et qui ont entendu parler d'un modèle qui s'appelle les bootcamps aux États-Unis, qui proposait une formation en 3 ou 4 mois pour des gens qui voulaient devenir développeurs. Alors c'était quelque chose qui était payant et qui coûtait très très cher, en l'occurrence, mais par contre c'était une promesse qui était faite qu'en 3 ou 4 mois, il était possible de devenir développeur. Pour arriver à ça, ça sous-entend que c'est pas nécessaire de suivre une école d'ingénieur ou de suivre des études qui sont très longues, mais par contre ça passe par de la pratique du début de la journée à la fin de la journée. On met les mains dedans et on apprend en faisant. Pour commencer du coup cette aventure, Erwan et Andrei ont été voir un de leurs anciens professeurs du CELSA, Frédéric Bardot. Ils leur ont parlé de son idée, il a adhéré et donc ils se sont mis tous les 3 ensemble pour se lancer dans l'aventure. Ils ont fait un prêt chacun individuellement pour avoir le premier fonds et ont commencé après à lancer la communication. Ça c'était en mars 2013. Juste l'idée a été émise en mars 2013. Du coup, une fois que l'idée a été un petit peu posée sur le papier, Frédéric Bardot c'est quelqu'un qui a déjà pas mal vadrouillé dans le milieu de l'entrepreneuriat et du numérique, donc il a déjà un assez bon réseau dans le domaine. Et il a commencé à lancer une campagne de crowdfunding pour soutenir ce projet. Donc ça a été la 2e phase pour amener des sous dans le projet, pour qu'il puisse vivre. Alors les subventions, je les ai mises. Maintenant, en fait, on est ce qu'on appelle une ESS, donc une entreprise sociale et solidaire, ce qui nous permet, avec cette agrégation, de recevoir des subventions, ce qui n'était pas le cas au lancement de Simplon, parce qu'il faut pouvoir montrer patte blanche avant d'obtenir cette je me rappelle plus du mot. Ces financements, voilà. Du coup, pour parvenir à ça, dans les débuts, en parallèle à Simplon, ils ont créé une association qui s'appelait les Compagnons du Dev,
qui pouvaient, elles, recevoir des subventions et qui permettaient de soutenir les élèves qui suivaient la formation, sans que Simplon en soit capable à ce moment-là. Depuis, Simplon a pas mal progressé. Et évidemment, ils ont commencé à faire de la prestation pour commencer à faire rentrer des sous dans la structure. Et des prestations, ils en ont fait beaucoup, et de beaucoup de types différents, notamment de la création de sites internet, des applications mobiles, des formations courtes pour des particuliers ou pour des entreprises, des hackathons. Est-ce que vous voyez ce que c'est des hackathons? Ça vous parle? Pas du tout. Alors, hackathon, à l'intérieur de ce mot, il y a le mot hack. Hack, c'est vraiment au cœur de notre identité et de notre philosophie. Ça veut dire apprendre à tricher, entre guillemets, pour arriver à ses fins de façon efficace. À tricher, ça ne veut pas dire d'une mauvaise façon. Détourner, voilà. Ouais, ça passe mieux, voilà. C'est meilleur. Donc un hackathon, c'est quelque chose qu'on organise où on va réunir des développeurs ou des designers, voilà, ce genre de choses, des compétences différentes, et on va les faire travailler pendant 1 jour ou 2 jours sur un projet bien précis pour faire émerger quelque chose, une solution à un problème donné. Donc ça, c'est quelque chose que beaucoup d'entreprises utilisent et aiment organiser. Par exemple, la SNCF en a organisé un à Simplon il n'y a pas longtemps, où ils ont fait venir des développeurs, des designers, etc. Et l'idée, c'était d'analyser toutes les données qu'ils ont, tant les données qui appartiennent à la SNCF, que des données qui sont ouvertes et qui existent ailleurs sur Internet, comme les données météorologiques, et de trouver des idées d'applications qui prendraient en compte tous ces facteurs-là pour prévenir les risques d'incidents ou de dégradation du matériel. Et donc, ils réunissent des gens qui planchent sur des idées et qui essaient de sortir quelque chose qui existe et qui est matérialisé à la fin du hackathon. Alors, les essaimages et les classes inversées, je reviendrai un petit peu plus en détail encore une fois après sur le modèle et sur la pédagogie de Simplon, mais comme c'est quelque chose qui a plutôt bien démarré et qui a été assez vite populaire, un des modèles économiques de Simplon, c'est aussi de dupliquer ce modèle-là et de permettre à d'autres personnes d'utiliser la marque de Simplon pour en créer un dans leur ville. Ça, c'est ce qu'on appelle les essaimages. Et les classes inversées, du coup, ce sont juste des personnes qui souhaitent utiliser notre plateforme à nous et les contenus qu'on propose sur notre plateforme pour créer une classe réelle et physique ailleurs, mais du coup, ils n'ont pas un formateur en particulier, ils vont vraiment utiliser nos ressources et nos contenus à nous. Et du coup, le dernier élément qui potentiellement nous permet de continuer à exister au-delà des subventions, c'est Simple9, qui est le cas que je vais choisir de vous présenter un petit peu plus en détail, puisque c'est celui que je connais le mieux, puisque c'est moi qui m'en occupe. Alors, Simple9 n'existait pas au tout début de Simplon. Donc, comme je vous l'ai dit, Simplon, ça a été lancé il y a 2 ans. J'ai fait partie de la première promotion, donc qui a duré 6 mois. Et à l'issue de cette formation-là, Simplon a eu l'idée du coup de commencer à monter une plateforme d'apprentissage en ligne, sachant que l'idée du départ était que cette plateforme soit alimentée entièrement par les gens qui suivaient la formation. Leur idée initiale, c'était donc pour la promo 2, que les élèves qui seraient dans cette promotion-là prennent 1 mois d'avance, commencent à travailler, à apprendre un petit peu le code, et qu'ensuite, des gens qui se sont inscrits en ligne commencent au bout du 2e mois et soient accompagnés et continuent d'apprendre en même temps que ceux qui ont déjà commencé en présentiel. Pour réaliser ça, le formateur qui s'occupait de la promotion 2 a monté un petit site internet très rapidement avec juste du HTML, du CSS et très très sobre. Et chaque semaine, du coup, les élèves essayaient de rédiger des fiches, des choses qu'ils avaient compris et apprises pendant leur apprentissage. Ça a duré du coup le temps prévu de 6 mois, mais ça n'a pas été franchement un franc succès. C'était très compliqué du coup pour beaucoup de personnes en ligne. Déjà le fait de ne pas avoir de contact réel avec les gens qui suivaient la formation, ils se sont sentis pour beaucoup a priori très isolés. Et le fait que ce soit des élèves qui retranscrivent avec leurs propres mots les connaissances que les autres étaient censés acquérir a posé problème, et du coup il y en a beaucoup qui n'ont pas du tout réussi à suivre et à rester accrochés jusqu'au bout. Ce qui nous amène donc à la version 2, la version suivante. Alors là je vais bien... voilà, juste pour ça. La version 2 a commencé au mois de mai de cette année, et j'ai été engagé 1 semaine avant le lancement de cette plateforme, parce qu'ils ont décidé de mettre quelqu'un à plein temps pour s'occuper de ce projet-là. 1 semaine du coup avant le lancement de cette version-là, on était parti sur l'idée d'utiliser une plateforme qui s'appelait 360 Learning, je ne sais pas si vous la connaissez. Donc c'est une plateforme qu'on a trouvée vraiment très très bien faite, c'est pour ça qu'elle avait été choisie initialement. Mais du coup, moi je suis arrivé à ce moment-là, j'ai commencé à faire des tests avec les élèves pour qu'ils rédigent des contenus et les mettent en ligne dessus, et on s'est très vite rendu compte que ça allait nous poser des problèmes à nous en termes de gestion,
parce que ça n'est pas prévu déjà à la base pour le code informatique. Mettre du code informatique sur cette plateforme, ça a été très compliqué. Et le deuxième point qui a été problématique, c'était qu'on avait régulièrement des salves d'étudiants qu'on voulait pouvoir inscrire comme on le voulait, et cette plateforme n'était pas hyper pratique, en tout cas pour ce besoin-là particulièrement. Du coup, à une semaine du lancement, on a décidé de monter une plateforme nous-mêmes à l'arrache, pour le coup, on peut le dire de façon pragmatique, avec un outil qui s'appelle Joomla. Donc c'est le logo que vous voyez ici. Est-ce que vous connaissez WordPress? Ça vous dit quelque chose, WordPress? Voilà, Joomla, c'est un petit peu comme un WordPress, mais moins bien. Alors, je l'ai entendu tellement de fois. Moi aussi. Mais du coup, j'ai choisi Joomla parce que je me suis dit, comme ça, on fera encore mieux la fois d'après. Voilà. Ça a une grosse différence en fait avec WordPress, c'est que ça permet de gérer de façon très précise les utilisateurs, de leur donner des droits un petit peu comme on veut, on choisit qui peut créer quoi, qui peut éditer quoi, etc., dans quelles conditions. Et c'est quelque chose dont on avait besoin, c'était clair et net, donc on a décidé de partir sur cette plateforme-là. Et je connaissais du coup quelques plugins ou extensions comme il en existe chez WordPress qui font à peu près la même chose, qui permettent de rajouter un côté un peu plus social à la plateforme, aux personnes d'avoir un profil, d'échanger des messages, etc. Donc ça se rapprochait un petit peu plus de ce qu'on voulait pour notre plateforme. Alors, là en l'occurrence c'est une capture d'écran donc, de la version 2. C'était l'onglet communauté dans lequel les gens retrouvaient toutes les activités qui avaient lieu sur la plateforme dès que quelqu'un commentait quelque chose ou quelqu'un mettait une information quelle qu'elle soit, tout se retrouvait sur ce fil-là. On avait aussi un système de forum, ce qui a été perturbant pour des utilisateurs, c'est-à-dire qu'il y avait des endroits où ils pouvaient communiquer d'une façon un petit peu libre, partager des choses, et il y avait le forum qu'on avait essayé de mettre en place pour les questions qui étaient vraiment techniques, qui nécessitaient un suivi et que les gens du coup pouvaient récupérer assez facilement après. C'était assez bien pensé, mais comme vous voyez voir, il y a plein de boutons partout, et du coup, ça, plus le côté communautaire, plus les cours, etc., c'est une plateforme qui au final est devenue assez confusante pour les personnes. Du coup, donc cette plateforme-là a été lancée au mois de mai, et courant juillet, si je ne dis pas de bêtises, on a décidé de lancer un sondage sur les personnes qui étaient en train de suivre cette formation pour connaître un petit peu leur taux de satisfaction. Comme vous pouvez le voir en haut à gauche, donc c'était la question par rapport au programme, vous vous sentez à gauche étant très en retard et à droite très en avance. On avait une majorité des personnes qui se sentaient en retard sur le programme. À la question utilisez-vous les fonctionnalités sociales du site, on voit qu'il y en a 62% qui disaient oui, mais du coup sur ceux qui utilisaient les fonctionnalités sociales, pas loin de 70%, 66% l'ont fait qu'une ou deux fois sur tous ces mois-là. Donc c'est que ça marchait pas très très bien. Sur la question du rythme, alors ça c'est quelque chose qui nous a beaucoup posé problème aussi. Quand on leur demandait qu'est-ce que vous pensez du rythme, on a ceux qui étaient en jaune qui disaient c'est pile poil ce que je voulais, tous ceux-là qui trouvent que c'était quand même rapide, et les autres qui trouvent que c'est lent. Donc ça peut sembler correct, on va dire, en termes de satisfaction sur le rythme, pour les quelques expériences que j'ai pu avoir avant. Sauf que dans notre cas, on part vraiment sur des gens qui ont des niveaux extrêmement disparates. Il y en a qui ont à peine déjà touché à un navigateur internet, et il y en a qui ont déjà testé plein de fois le développement web. Donc un des gros dilemmes auxquels on a eu à faire face, c'était de gérer toutes ces différences de niveau-là. Sur les contenus, étant donné qu'on a appris un petit peu quand même de la version précédente, on a décidé de faire un partenariat avec Open Classroom, j'imagine que vous connaissez à peu près tous, et donc du coup les cours principaux ou les cours magistraux de la formation étaient des cours qui étaient chez Open Classroom. On fournissait un accès gratuit à ceux qui suivaient notre formation à Open Classroom pour qu'ils puissent avoir à tous ces cours-là. Et du coup, notre rôle de notre côté, et le rôle des élèves qui suivaient la formation en présentiel de notre côté, était d'essayer d'accompagner les gens à travers les forums et de donner des ressources, des tuyaux, en fonction de ce qu'eux avaient appris en présentiel. Malgré tout ce qu'on a vu auparavant, quand on leur posait la question globalement, êtes-vous satisfait de la formation, une bonne partie des gens étaient satisfaits, une partie non négligeable quand même était moyennement satisfaite, et une petite partie était pas du tout satisfaite. Une fois qu'on a posé ces questions-là, on a évidemment du coup envoyé des emails à toutes les personnes qui nous avaient répondu pour essayer de les guider ou de les ramener ou de leur faire comprendre qu'on avait entendu leur retour. Et du coup, à la suite de ça, on a décidé de tenter quelque chose, un nouveau programme entre guillemets qui s'appelait Game of Code, qui est donc la slide suivante. Donc pour les connaisseurs, vous reconnaîtrez la référence à Game of Thrones. Et l'idée, c'était de leur permettre d'intégrer une famille. Donc on avait les CSS Stark, Javarian Script, etc. Tout ça, c'est des familles de langage. Et on leur proposait, si vous voulez bien passer à la suivante,
de rejoindre une famille. En fait, on leur imposait une famille, clairement. Et chaque famille avait des défis qui lui étaient lancés. Donc ça leur permettait de travailler en collaboration à l'intérieur d'une famille pour résoudre ce défi-là, mais en même temps de les challenger en mettant les familles entre elles en compétition. Ça a eu un petit succès. Du coup, les gens ont pas mal aimé ce concept, avec les limites qui étaient imposées du coup par la plateforme, toujours la deuxième version, qui était que concrètement tout ce qu'on faisait c'était écrire une histoire qui les guidait à travers ce parcours pédagogique, mais concrètement les contenus étaient tous chez Open Classroom et la véritable valeur ajoutée que nous on apportait c'était la gestion de la communauté ou du forum, mais ce qui était peu, ou en tout cas ce que certains estimaient encore assez peu, pour justifier le fait que les gens viennent nous payer nous pour suivre la formation chez nous. Donc, suite à ce retour-là, donc là on était en juillet-août, quelque part par ici. À la suite de ça, on recommence à nouveau. On a remonté un Joomla, encore une fois. Cette fois en utilisant les deux composants que je vous ai mis en bas, FlexiContent et ACI Mailing. Ce que je regrette pas du tout pour le coup. FlexiContent, c'est quelque chose qui permet de compléter de façon assez spectaculaire le système d'articles de Joomla. Donc un article, c'est un contenu quel qu'il soit. Avec FlexiContent, du coup, on peut commencer à créer des contenus un petit peu personnalisés. C'est-à-dire qu'on a créé un type de contenu qui s'appelle ressources. Les ressources ont un titre et une description comme n'importe quel contenu sur Internet, mais auquel on peut rajouter des métadonnées, par exemple une langue. Est-ce que la ressource de laquelle on est en train de parler est en français ou en anglais? On a rajouté une donnée sur le niveau. Est-ce qu'elle concerne les débutants? Est-ce que c'est pour quelqu'un qui a déjà un niveau intermédiaire ou pour quelqu'un qui est déjà avancé? Et des domaines, des mots-clés, etc. ACI Mailing, c'est un système de gestion de newsletters qui permet là aussi d'envoyer des newsletters de façon très liée à Joomla. En l'occurrence, je vais être un petit peu plus concret, ça veut dire que chaque personne pouvait recevoir évidemment le programme chaque semaine, mais en plus en fonction de critères qu'elle avait remplis dans son profil, si elle se sentait en retard ou si elle se sentait en avance, le système le détectait et lui envoyait des contenus ou des programmes plus spécifiques à son niveau. Par exemple, quelqu'un qui avait spécifié et qui ne parle pas du tout anglais, on n'allait évidemment pas lui proposer des ressources en anglais. Concernant le côté social sur cette plateforme, on a décidé vraiment de le dissocier de la plateforme en tant que telle, et on utilise un outil qui s'appelle Discord, qui est fantastique. Est-ce que vous connaissez quelque chose qui s'appelle Slack? Ça vous dit quelque chose? Non, bah non. Slack, c'est un système de chat en temps réel qui est pas mal utilisé par les startups ou par toutes les personnes qui ont besoin du coup de discuter avec une ou des équipes, qui permettent de créer des groupes de travail privés ou publics, de s'envoyer des documents, voilà, ce genre de choses. Et Discord, c'est un petit peu son équivalent un peu plus récent, mais qui du coup est 100% gratuit et ouvert à tout le monde. Avec ce système de chat, du coup, on a créé nous-mêmes ce qu'on appelle des serveurs, c'est les petits ronds que vous voyez sur la gauche. Donc on a un serveur pour Simple Online, on a un serveur pour des partenariats qu'on a avec d'autres structures. Toutes les personnes ont accès à ce serveur-là, mais peuvent en plus créer le leur et s'inviter les uns les autres pour travailler en petits groupes. C'est-à-dire qu'ils peuvent vraiment s'organiser entre eux. S'ils ont des affinités avec telle ou telle personne parce qu'elles ont un niveau similaire et qu'ils ont envie de travailler sur la même chose, c'est très facile pour eux du coup de se créer un serveur qui leur appartient, de travailler de leur côté et d'inviter d'autres personnes au fur et à mesure pour travailler dessus. Donc ça nous permettait de garder la main, nous, sur nos chaînes à nous, parce que c'est nous qui les avons créées, c'est nous qui les administrons, mais ça leur permet, surtout à eux, d'être indépendants et de s'organiser vraiment comme eux le veulent. Alors, un des nombreux problèmes aussi qu'on a pu rencontrer pendant les deux premières versions, c'était les différences de compatibilité entre toutes les machines. Il y en a qui sont sous Mac, d'autres sous Windows, d'autres sous Linux. L'environnement de travail privilégié pour ceux qui veulent faire du développement web, c'est Linux. Et c'est toujours très compliqué d'installer un système qui soit pareil sur toutes les machines. On a trouvé depuis un outil qui s'appelle Cloud9, qui est un système de virtualisation de machines. Avec un navigateur Internet, vous vous rendez sur le site Internet et vous pouvez créer des machines à la volée, qui existent sur Internet mais qui ne sont pas sur son propre ordinateur, et qu'on peut préconfigurer comme on veut à l'avance. Autrement dit, avec cet outil-là, ils ont tous une machine virtuelle configurée exactement de la même façon, tous les mêmes les uns les autres, et ça leur permet en plus, au-delà du fait d'avoir tous les mêmes configurations, de travailler en temps réel et à plusieurs sur exactement le même code. Donc là, encore une fois, avec Discord, s'ils trouvent des personnes qui sont un peu plus douées que eux dans tel ou tel langage, ils peuvent les inviter à venir regarder leur code, et du coup, la personne peut regarder et pointer concrètement l'erreur et la modifier devant les yeux de l'autre. Donc on n'est toujours pas dans la même qualité que du présentiel, mais pour le coup, on peut vraiment travailler ensemble, à distance quand même.
Et Discord, l'outil que je vous montrais donc juste avant, le système de chat, permet aussi de faire de l'audio. Donc voilà, ils peuvent se parler de voix à voix et travailler en même temps sur le même code. Concernant le programme, il est organisé de façon assez simple et semaine par semaine. Ils ont la possibilité de le retrouver s'ils veulent à l'avance dans le menu programme, mais de toute façon, ils le reçoivent semaine par semaine dans leur boîte aux lettres. Maintenant, s'ils sont en avance, ils peuvent aller consulter évidemment la suite sur le site. Et comment sont constitués les programmes? Alors là aussi, on a essayé d'être un petit peu plus malin que sur les deux versions précédentes. Vous voyez juste à côté du menu programme, il y a le menu ressources. Et littéralement, c'est le menu qui contient tous les contenus en tant que tels. On s'est rendu compte que les Simploniens, les gens qui suivaient la formation, étaient pleins de bonne volonté et avaient tous envie de mettre d'une façon générale la main à la pâte. Ce menu-là, du coup, permet à tout le monde de poster des bouts de contenu, quels qu'ils soient. Par exemple, c'est que des choses qui répondent à une question précise à chaque fois et qui la traitent bien. Ça répond qu'à une seule chose, mais ça y répond bien. On a à peu près pour l'instant 120 ressources en un mois d'existence de cette version-là. Et ça concerne tous les domaines, donc c'est vraiment des choses théoriques sur le design, l'ergonomie, etc. Des questions pratiques, quand est-ce qu'on crée une application mobile ou quand est-ce qu'on fait un site internet mobile, et en même temps des choses très techniques sur le HTML, CSS, etc. Les programmes, eux, leur but c'est de donner du sens à ces ressources en les liant et en les plaçant dans le temps de façon logique et cohérente. Donc un programme va disposer à chaque fois d'un cours du mois. Donc là, en l'occurrence, un cours du mois, ce serait par exemple apprendre le HTML chez Open Classroom. Les personnes savent qu'elles ont ça à faire pendant un mois et que ce cours-là ne bougera pas. Et au-delà de ça, pour chaque semaine, on leur donne des ressources complémentaires. Donc c'est des choses que nous, on a identifiées sur Internet qui complètent ou qui disent la même chose mais d'une autre façon, ce qui est vu dans le cours complémentaire. On leur donne des exercices systématiquement. Ça, c'était quelque chose qui a été très demandé. C'est aussi ce qu'on avait voulu faire dans Game of Codes avec ce côté de gamification. C'était leur donner l'occasion de pratiquer. Là, toutes les semaines, du coup, on leur donne des consignes et des exercices et des ressources d'exploration. Les ressources d'exploration, c'est quelque chose. Donc pareil, tout ça, ça se retrouve dans le menu ressources. Les ressources d'exploration, c'est simplement dans le but de leur permettre de voir autre chose que du code pendant quelques instants et ou d'anticiper sur ce qui viendra après. Donc c'est pas quelque chose d'obligatoire pour eux. C'est juste que parfois ça peut être très, très lourd quand on est coincé sur un problème technique ou sur un langage en particulier. Donc ça peut être très, très fatigant. On leur donne d'autres choses à voir qui sont tout aussi importantes pour la suite, sauf qu'on les donne un petit peu en avance pour qu'ils puissent se changer la tête, peu importe qu'ils comprennent vraiment ce qu'on leur fait voir dans ces ressources-là ou pas. Le but, c'est surtout qu'ils puissent voir d'autres choses et commencer à anticiper d'autres choses. Du coup, on a pas mal épuré le forum. On n'en est toujours pas satisfait du tout, mais au moins il est clair et il est utilisé à peu près à bon escient. De ce point de vue-là, on est en train de construire un forum indépendant qui existera en dehors du site pour qu'il soit ouvert à absolument tout le monde et qu'il soit du coup beaucoup plus riche, puisque ouvert à tous les développeurs. Il y a beaucoup de ressources sur Internet pour tous ceux qui s'intéressent au développement, mais une très grosse partie de ces ressources sont en anglais. Du coup, notre idée derrière le fait de créer un forum indépendant de notre plateforme, c'est d'essayer d'attirer un petit peu la communauté des développeurs français, puisque ce sera un forum en français, puisqu'il n'y en a pas vraiment de référents en France. Alors, pour cette version-là aussi, on a tenté quelque chose. On s'est rendu compte que beaucoup de gens, en soi, n'utilisaient pas la partie sociale, non pas parce qu'ils ne voulaient pas, mais déjà parce qu'il y a de la timidité pour beaucoup d'entre eux. Il y en a plein qui n'osent juste pas essayer de poster quelque chose, et il y en a plein qui ne veulent pas parce qu'ils considèrent que les conversations qu'ils ont pu voir ne les intéressent pas pour des raisons qui les regardent, mais en tout cas, on leur permet, grâce à un système de profil, de renseigner leur niveau dans différentes technologies, en anglais, ou même leur ressenti sur leur avancement dans la formation. Ça nous permet de leur envoyer des ressources qui tiennent compte de tous ces paramètres-là. Et on a un système aussi qui leur permet à eux de faire des recherches de personnes en fonction de tous ces critères-là. C'est-à-dire qu'ils peuvent chercher parmi tous les gens qui sont inscrits sur notre plateforme, quelqu'un qui serait plutôt bon ou très bon dans un langage dans lequel eux ont du mal, pour pouvoir aller contacter cette personne-là directement, plutôt que de passer par le système de chat et poser la question devant tout le monde. Alors, à l'heure actuelle, la plateforme ne contient qu'une seule formule, c'est celle dont je vous ai parlé juste avant, qui s'appelle Game of Codes. Maintenant, elle sert aussi pour tous nos essaimages et toutes nos classes inversées. On a réussi à faire en sorte, avec les outils dont je vous parlais juste avant, que, en fonction de qui se connecte, donc si c'est quelqu'un qui a acheté notre formation en ligne, il aura accès au programme Game of Codes et voilà. Mais du coup, tous les essaimages qu'on a montés ont aussi des comptes sur cette plateforme, et si eux se connectent,
ils auront un tableau de bord avec les consignes qui auraient été postées par leur formateur à eux, ce qu'aucun autre ne verra. Donc c'est une plateforme sur laquelle ils pourront retrouver tout ce qu'ils auront vu ou tout ce que leur formateur à eux leur aura donné comme consigne ou comme exercice. Et les formateurs, eux, ont accès à tous les exercices de tous les autres formateurs et à tous les contenus de tous les autres formateurs. Donc c'est une bonne mine de connaissances ou de matière d'une façon générale pour qu'ils puissent monter aussi leur programme beaucoup plus facilement que s'ils étaient tout seuls. Alors moi j'en ai une question, c'est qu'est-ce qui fait que la pédagogie de Simplon, ça marche ? Je pense que c'est vraiment parce que c'est pratique. Notre pédagogie, c'est vraiment cherche, essaie d'apprendre par toi-même. Alors, une des premières consignes qu'on nous a données quand moi, par exemple, je me suis inscrit dans la première formation, c'était si jamais tu as un problème, cherche par toi-même, essaye Google, essaye les forums, etc. Si jamais tu bloques, demande à ton voisin ou demande à tes copains autour de toi. Si à deux vous bloquez toujours, constituez un petit groupe, essayez de résoudre le problème. Et si à tout ce monde-là vous n'y arrivez toujours pas, alors allez voir le formateur et lui vous débloquera. Mais dans tous les cas, même si la réponse est facile, le formateur ne donnera pas la solution tout de suite, puisque le but c'est d'apprendre par soi-même à trouver les réponses. Après, c'est une pédagogie qui fonctionne très bien pour ce genre de compétences-là, pour le développement Internet, pour les langages, etc. Je ne suis pas sûr que ce soit adapté à tous les types de contenus, mais en tout cas pour ceux qui s'intéressent au développement, c'est de toute façon probablement la meilleure façon de faire, puisqu'on n'a jamais toutes les réponses à toutes les questions, il y a toujours des nouveaux problèmes, toujours des nouveaux cas de figure, et dans tous les cas, quand on n'a pas la réponse, il va bien falloir se débrouiller pour la trouver. Donc c'est vraiment ce qu'on essaie de faire, c'est de rendre les personnes indépendantes pour qu'elles puissent se débrouiller. Ouais. Benoît Moreau, Université de Nantes. Je pose une question par rapport aux droits. Les droits de, je ne sais pas, par exemple, les enseignants qui ont fait les ressources. Est-ce que leurs ressources sont propriété intellectuelle ? Est-ce que tout est diffusé ? Est-ce que c'est aussi partagé ? Alors, en fait, nous, on héberge absolument rien. Tous les contenus qu'on a à disposition soit viennent d'un partenariat, comme avec Open Classrooms ou avec Graphicart, soit sinon c'est des sites vers lesquels on pointe en expliquant que telle personne ou tel auteur a rédigé telle ou telle chose sur tel ou tel sujet et qu'on les encourage à aller le regarder, mais on n'héberge rien en soi de ce côté-là. Donc en fait, donc en fait, c'est plutôt c'est pour ça que vous dissociez peut-être programme et ressources, c'est-à-dire que les ressources, c'est pas vous qui les créez. C'est ça, voilà, c'est ça. Ouais, j'exagère peut-être un peu pour schématiser. Ouais, et donc le prof ou l'enseignant, en gros, son travail, c'est une sorte de scénarisation de ses ressources pour pouvoir permettre une progression avec des objectifs. Exactement. Alors, on crée aussi des ressources, mais voilà, si vous deviez schématiser, c'est exactement ça. Les ressources, ce sont des choses qui existent déjà sur Internet, vers lesquelles on va guider les personnes parce qu'on les estime pertinentes et bien faites pour arriver à l'objectif qui a été défini. Et le programme, c'est vraiment une articulation de toutes ces ressources-là. Et donc, du coup, juste pour élargir un peu, le rôle du prof, c'est quoi ? Déjà, c'est ça, c'est d'être capable d'orienter les étudiants vers toutes ces connaissances. En fait, disons quelqu'un qui est déjà habitué ou qui connaît très bien Internet et qui sait très bien faire des recherches par soi-même dès qu'il a une question, quelqu'un qui a déjà ce genre de réflexe, mais de façon un petit peu poussée, a priori, il n'a pas du tout besoin de ce genre d'outils. Non, mais c'est vrai. Mais de toute façon, pour apprendre le développement Internet, il y a besoin de rien à part de savoir utiliser Google et de beaucoup de patience et de temps de travail. Et c'est quelque chose qui est souvent décourageant pour beaucoup de personnes quand même, parce qu'il faut savoir quoi chercher. Il faut passer son temps à ça. Là, c'est quand même, on donne de la visibilité d'entrée de jeu sur qu'est-ce qu'on va faire, pourquoi, dans quel ordre, et pourquoi on va aborder chacun des points qu'on va aborder. Donc l'enseignant, lui, donne de la hauteur et les ressources qui sont intéressantes. Merci. Alors je rappelle que demain, on a un atelier sur le thème de l'essaimage avec le Greta de Vannes et de Saint-Brieuc qui sont donc en cours de mise en œuvre de pédagogie Simplon. Ouais. Bonjour, donc Fatima Rafik, région Midi-Pyrénées. Simplon, c'est deux choses. Il y a des parcours en présentiel, donc des promotions en présentiel. Ouais. C'est pour ça qu'on parle d'essaimage. Je sais qu'à Toulouse, il y a un projet qui est en cours. Ouais. Et là, on est sur du présentiel au quotidien, et notamment pour les moins qualifiés, et dans le cadre de la politique de la ville. Et puis Simplon, c'est aussi ce que vous avez décrit là. Donc ma question, c'est qui vous visez sur ces parcours-là, parce que vous avez parlé d'autonomie, tout ça. Donc ma question, c'est l'abandon aussi. Est-ce qu'il y a de l'abandon par rapport à ça? Oui, ligne. Bien sûr, on a des personnes voilà, qui parce qu'il faut quand même un certain nombre d'autonomie.
Et du coup, vous avez dit, je fais partie de la première promo, mais promo présentielle ou une promo complètement... Non, présentielle, voilà, au lancement de Simplon. D'accord. Ouais. Oui. Du coup, donc c'est pour Lola Juel du cabinet Interface. Pour rebondir sur la question qui a été posée, c'est que si vous favorisez l'autonomie, cela du coup suscite un accompagnement qui va être important. Donc, du coup, comment se positionnent les accompagnateurs, les facilitateurs dans ce genre de dispositif, dans votre dispositif en question? Vous parlez en ligne ou en présentiel? Non, du coup, à distance. À distance. La formule classique, on va dire, de ce qu'on vend se fait sans accompagnement. Enfin, sans accompagnement de notre part. On balise tout, on écrit tout ce qui devra être fait de A à Z et on leur donne tous les outils pour qu'ils puissent s'entraider entre eux. Après, en termes d'accompagnement individuel ou personnalisé, c'est une formule au-dessus qui s'appelle la formule accompagnée, où là, du coup, les gens peuvent acheter l'accompagnement de quelqu'un de l'équipe de Simplon pour les guider plus spécifiquement. Je ne sais pas si ça répond à votre question. Ouais. Et est-ce que vous avez des modalités d'évaluation? Alors, à la fin, une fois que les personnes ont terminé la formation, alors le but de cette formation, du coup, en tout cas pour Game of Codes là aussi, c'est de permettre aux personnes qui la suivent de bout en bout d'obtenir à la fin un CV de développeur avec un outil qui s'appelle GitHub. GitHub, c'est un petit peu un réseau social qui est utilisé par les développeurs sur lequel ils postent leur code. Et l'idée, c'est de les accompagner dans la création d'un profil GitHub qui soit montrable à un employeur potentiel. Donc on leur fait à chaque fois mettre sur ce profil tous les exercices qu'on leur a donnés et on leur fait rédiger aussi au fur et à mesure de la formation un espèce de journal de la formation où ils vont pouvoir expliquer toutes les technologies sur lesquelles ils ont travaillé. On propose aussi pour ceux qui le souhaitent la remise d'un certificat, mais ça n'a pas de valeur légale ou en soi, c'est simplement pour ceux qui le veulent. On propose un certificat, mais c'est sur vérification de ce profil GitHub, à condition que donc tout ait bien été fait comme ça a été demandé. Et dans ce cas, on vérifie à la main. Et si c'est bon, on donne un certificat à la main. Demain, dans l'atelier de Open Classroom, Yannick Raffanel expliquera comment eux sont inscrits au RNCP. Et je crois que ça intéresse aussi la démarche de Simplon. Ouais, probablement. Bonjour, Olivier Bernard, IFP School. Merci beaucoup pour votre présentation, c'est super intéressant. Moi, je voulais savoir, pendant la version payante 100% en ligne, quel est le taux d'abandon? Ouais. Le 87%, ça c'est la version physique. Oui. D'accord. Ouais, Donc ouais. en ligne, combien vous êtes personnes dans la version payante non accompagnée? Non accompagné. Donc on a en moyenne 30 personnes qui s'inscrivent sur notre formation chaque mois. Et sur ces 30, on estime, parce qu'on ne peut pas le vérifier non plus, parce qu'on donne beaucoup de ressources extérieures. Donc il y a beaucoup de liens qui donnent vers l'extérieur. À partir du moment où les gens quittent la plateforme, on ne peut pas savoir combien de temps ils y passent. Voilà. Donc selon les données qu'on a, on estime qu'on a approximativement 10 personnes sur 30 qui suivent régulièrement la formation. C'est-à-dire qu'ils ne la lâchent pas au bout de 2 semaines ou au bout d'un mois. Et qui demandent à la fin le certificat? Alors, en fait, j'ai pas assez de recul pour vous le dire. D'accord. Parce que pour l'instant, le certificat ne se fait que depuis la V3. Et elle a commencé en septembre, donc on n'est pas au bout des 6 mois. Donc 10 sur 30. Et dans la version accompagnée, est-ce qu'on en a plus que 10 sur 30? Alors, j'ai pas envie de vous dire de bêtises. Maintenant, dans la version accompagnée, sachant que je fais partie des personnes qui accompagnent, il y a quand même, oui, il y a beaucoup moins d'abandon, ça c'est clair et net. Après, je veux pas vous donner de chiffres, je ne sais pas. On prend une dernière question, après il faut gérer le temps, désolé. Tony reste avec nous ce soir et demain, donc on peut se revoir. Hein. Et même après après, là, si vous voulez qu'on discute, sans problème. Oui, Patrick Lachassagne. Je voulais savoir si vous êtes rentré dans la démarche de la grande école du numérique. Oui, on en fait partie et on est vraiment à fond dedans. Oui, on est en plein dedans.